Bonjour à tous, et c'est l'heure de notre heure porte ouverte sur la nouvelle formation UX Research avec Rachel Donna qui va vous parler de toute la formation. Et on a quand même deux intervenants sur place. Donc Antoine, Laetitia, et puis il y en a d'autres en ligne qui vont arriver peu à peu. Je vais vous parler un petit peu du contexte de cette formation. Ça fait assez longtemps, voire très longtemps, qu'on aimerait, qu'on voulait faire cette formation. Mais bon, il fallait commencer un petit peu par les bases. Donc, et du coup, je voulais vous parler un petit peu de laptop dans le sens où tout le monde ne connaît peut-être pas laptop, et je crois que des fois c'est important d'en parler. Donc le laptop, en fait, on a ouvert en 2012. Au début, c'était vraiment les espaces de coworking, donc c'était les premiers dédiés au design et à la collaboration, aux nouvelles manières de travailler. Et peu à peu, on a développé des formations et puis une communauté d'alumni, de professionnels d'entreprise s'est développée autour de tout ça. Donc, la recherche utilisateur, comme c'est vraiment au cœur de notre, du métier du design, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait aborder, mais on a pris un petit peu de temps, on a pris 10 ans. Parce qu'il y a d'abord, avant ça, il y avait quand même beaucoup de choses à développer. Et donc, je vais vous, avec toute l'équipe là qu'on est aujourd'hui, donc on est plus de 9 et avec plein de freelances et d'intervenants. Donc on travaille en fait depuis quelques années du coup à développer plein de formations et plein de services d'accompagnement et puis et vous accueillir dans des espaces et dans des conditions vraiment cool. Donc aujourd'hui, donc on est plus connu sur la formation. En fait, notre but avant tout, c'est de faire évoluer les pratiques du design et il y en a beaucoup. Donc au début, il n'y avait que l'UX qui voulait dire plein de choses, mais on ne savait pas encore trop quoi. Et donc maintenant, on a commencé à segmenter parce qu'il y a plein de dimensions et donc on a développé 14 modules de formation. On a formé plus de 4000 personnes. Alors, pas que en session de formation inter-entreprise, mais aussi dans les écoles et dans les entreprises. Donc, on a créé 2 parcours aussi, donc le design management et le product design, donc c'est des parcours longs. Et un programme de mentorat, mais c'est vachement important pour vous aider à évoluer après. Et donc, je vais vous parler juste après de la communauté. Et puis, voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on a, avec tous nos intervenants, on a travaillé sur plus de 45 projets réalisés en formation. Parce que disons, notre petite spécificité depuis le début, c'est de travailler sur des vrais projets, avec des vraies contraintes, parce que le design impose des contraintes. Enfin, sinon, c'est de la pure création. Donc, il faut vraiment résoudre des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de projets précis. On va en reparler aussi pour cette formation. Et donc, évidemment, nous, la formation en soi, c'est chouette, mais après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir évoluer et de pouvoir vous accompagner tout au long de votre trajectoire professionnelle. Donc, l'idée, c'est bien de vous accompagner. Alors, on a développé toute une batterie. On a développé pas mal de contenu depuis le début. Et donc, aujourd'hui, avec l'équipe de Jordan, Rachel, Imed, on développe des émissions avec les membres sur des sujets pointus, un peu les trending topics, et puis aussi très précis, donc avec Carole, avec Zaliata, avec des membres qui nous permettent en fait d'adresser des sujets très particuliers, des problématiques que vous avez. Donc ça, pareil, là vous pouvez le mettre dans le petit chat ou dans les questions. En fait, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, parce que en fait, on est là pour ça. Donc, on développe des dossiers. Donc là, on vient de créer un dossier sur l'UX Research. On vous l'enverra évidemment sur le métier et toute l'évolution du métier qui est vraiment en boom actuellement. Et puis, des invitations à des rencontres, des soirées, et notamment, je l'annonce, le 25 novembre. C'est encore les Laptop 10, donc c'est toute la communauté qui se rejoint ici, donc c'est à Paris. On vous offre aussi plein d'espaces de créativité, vous pouvez privatiser pour vos entreprises, pour vos projets, donc à Paris, Marseille.
propose des offres d'emploi, des missions, on en reçoit aussi, donc on vous les fait partager. Donc c'est vraiment un repère pour les designers pour trouver des offres. On filtre aussi ceux qui nous semblent moins pertinents. Et effectivement, et comme c'est un réseau, c'est aussi un réseau d'entraide entre membres et intervenants. Donc ça, c'est l'écosystème qui est aussi donc des espaces, comme je vous disais. Donc ce qui est important pour nous à travers les espaces, c'est vous faire vivre une expérience et que vous sentiez vraiment rempli par ce moment. Que ça soit pas juste un moment d'apprentissage qui est déjà énorme, mais aussi un moment de rencontre où vous vous sentiez bien et que, voilà, ça vous sorte aussi de votre cadre de travail. Et donc là, on vient d'ouvrir un lieu à Marseille. Voilà, alors pourquoi cette formation? Alors, ça a pris du temps et je suis désolée pour les, pour les designers de longue date. Et c'est qu'en fait, il y a énormément de compétences opérationnelles déjà à maîtriser. Et donc, du coup, ce qui est venu dans les besoins des entreprises, c'est d'abord, et ça vous le savez trop bien, c'est le design d'interface. En fait, on appelle souvent l'UX designer pour faire du design d'interface, du UI designer, ce qui est aujourd'hui, évidemment, on est un peu moins OK avec ça, mais disons que c'est comme des compétences, enfin, disons que l'UX, c'est plein de métiers. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc avant de faire la recherche, les entreprises pensaient qu'il fallait faire de belles interfaces. Donc aujourd'hui, ça commence à changer. Donc qui dit belle interface, quand même dit prototypage. Donc ça, c'est venu assez vite, wireframing. On l'avait comme tout métier finalement. Et ce qui vient aussi beaucoup, et ce qui est très important, et finalement c'est intéressant que ça vienne pour la recherche, on a aussi besoin de créer des design systems pour voilà, organiser toute la connaissance, tous les insights, tous les outils, voilà, toute cette connaissance. Donc là, on est vraiment passé dans une ère où les entreprises s'organisent pour, voilà, pour déployer la vision centrée utilisateur. Et donc, on a des vraies grandes équipes de designers où maintenant, il y a des métiers qui ressortent et qui se développent clairement. Donc, du coup, aujourd'hui, peut-être vous avez déjà fait un peu de test utilisateur, vous avez fait peut-être à l'arrache un peu de la recherche, mais c'est pas encore très développé. Donc, disons, pour tous les gens qui ont fait des tests et un peu de recherche, cette formation, elle est ultra avancée. Elle va, enfin, même pour tout le monde, en fait, elle va être super complète. Donc, c'est pour ça qu'on a pris tout ce temps. Mais qu'on ne pouvait pas faire une toute petite formation du UX Research parce que c'est vraiment mastoc. Vous allez le voir, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, on a pris le temps et on a mis voilà, les moyens et trouvé vraiment des intervenants vraiment à la hauteur. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les compétences UX plutôt au niveau les compétences de recherche vont plutôt dans la stratégie parce qu'en fait, elles permettent de définir et d'améliorer les services et les produits. Donc, elle est souvent rangée à ce moment-là. Et comme le design existait très peu ou très mal dans les entreprises, bah forcément, elle était très peu représentée. Donc, du coup, toutes les compétences qui vont avec la recherche, l'idéation, le cadrage, tout ce qui est lié au benchmark, l'analyse de données, stratégie de design, en fait, tout ça, c'est en train d'évoluer. Et donc c'est d'ailleurs ce qui fait aussi partie du parcours design management qu'on fait toujours évoluer, qui va évoluer l'année prochaine aussi. Donc, qui intègre la formation UX stratégie, Sprint Master facilitation, design sprint, design system et du coup, user research qui est quand même assez lié, mais qui ne fera pas forcément partie du parcours. Donc voilà, donc du coup, avec toutes ces compétences-là qui évoluent, je vais laisser Rachel présenter ce grand parcours de 5 mois, voilà. Et avec quelques intervenants qui pourront compléter. C'est ça. Donc,
Pour pouvoir approfondir un peu, c'est vrai que cette formation est un peu plus longue que nos formations habituelles et l'idée, c'est qu'au bout de 5 mois et après avoir vu, donc une dizaine de formateurs comme vous pouvez les voir, là à l'écran, mais je vais vous les nommer un par un. Donc au bout de ces 5 mois, à l'issue de ces 5 mois, l'idée, c'est que vous soyez, capable de mener une recherche UX exploratoire et évaluative, parce que dans certaines entreprises, on ne fait que de la recherche évaluative, dans d'autres, on fait que de la recherche exploratoire. Donc là, l'idée, c'est de vous donner un panorama complet de ce qu'on fait dans plusieurs entreprises, dans plusieurs façons de travailler, dans le but de tirer de sa recherche des enseignements déterminants pour la conception et la stratégie. Voilà. L'idée, c'est, on ne va pas juste, entre guillemets juste, parce que c'est déjà énorme, mais on ne va pas juste faire des tests d'utilisabilité pour améliorer son interface. On va aussi vous parler de recherche exploratoire plus en amont, sur les fondements même d'un service, d'une stratégie. Donc, ces intervenants, comme vous voyez, il y en a pas mal. Ils sont une dizaine. Ils vont se relayer pendant le cours de la formation. Et on va honneur au présent. Je vais laisser Frédéric, Yalenka, Antoine et Laetitia se présenter en quelques mots. Laetitia, tu veux commencer ? Bonjour à tous, donc Laetitia Pouilly, je suis actuellement chargée de la data et de l'expérience visiteur au musée d'Orsay et musée de l'Orangerie. Et auparavant, j'ai fait 7 ans de conseil, donc conseil en stratégie, puis je me suis un peu plus spécialisée dans les études marketing Quali et Quanti. Et puis enfin, je me suis encore un peu plus spécialisée dans l'UX Research dans une agence qui s'appelle Equino, que vous connaissez peut-être. Et je vais m'occuper du module consacré aux études quantitatives et sondages, donc leur conception, leur administration et leur analyse. Il y a Antoine à côté de moi, peut-être que... Bonjour à tous, donc Antoine Voland-Logeret. Moi, je suis à mon compte depuis 1 an. Avant, j'ai été associé dans une agence de design. Avant ça, j'étais aussi en cabinet de conseil en stratégie d'influence. Voilà, je travaille maintenant pour des groupes internationaux et aussi pour des startups un peu parce que c'est marrant. Donc, je suis formateur au laptop, vous l'aurez compris, aussi au Gobelin, et je suis maître de conférences détachées à l'ESSEC sur des problématiques de méthodologie de design et puis aussi sur de souveraineté numérique. Voilà, et donc moi je vais animer le module data, donc data web et données commerciales, et comment un UX researcher peut utiliser ce type de données et voilà, pour obtenir des résultats, que ce soit en évaluatif ou en exploratoire. Super. Yalenka ? Oui, bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Yalenka et je suis à Bruxelles. Je suis aussi belge et pas francophone, donc si je fais des bêtises, excusez-moi. Mais j'ai quand même commencé ma carrière à Paris, donc j'espère que ça va aller. J'ai commencé aussi dans le conseil pour plutôt des organisations privées, et après j'ai fait le changement plutôt vers tout ce qui est secteur public. Et donc actuellement, je travaille encore plutôt pour tout ce qui est le secteur public. Et je vais animer la module sur tout ce qui est les méthodes longitudinaux. Et c'est un mot très compliqué pour dire des choses qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, mais qui vaut la peine. Voilà. Frédéric. Attends, tu vas animer aussi ah oui, c'est vrai. Synthèse, les techniques de synthèse de la recherche. Oui. Voilà. Donc Fred va intervenir sur le module sur comment éviter les biais dans sa recherche. On va en reparler juste après. Pourquoi vous vous formeriez ? Pourquoi est-ce que vous viendriez vous former dans cette formation au laptop ? La formation s'adresse essentiellement aux personnes qui auraient déjà un peu touché à la recherche UX. Essentiellement, la plupart du temps, ça veut dire avoir déjà fait quelques tests d'utilisabilité en entreprise. C'est souvent le premier contact qu'on a avec la recherche UX. Donc, on a un peu calé notre programme sur des personnes qui travaillent déjà dans des équipes UX, pas forcément depuis très longtemps, mais qui travaillent déjà un peu dans des équipes UX et qui ont déjà une idée de ce qu'est la recherche UX. Et donc, on a posé comme prérequis de savoir concevoir des interfaces homme-machine
Ah, salut François. Tu vas te présenter plus tard alors. Donc, de savoir concevoir des interfaces homme-machine en se servant des notions de base de psychologie cognitive. L'idée, c'est qu'on ne va pas revenir sur la base de la psychologie cognitive. Frédéric, dans son module, va un peu élaborer à partir des bases. Pour vérifier que vous avez ces prérequis, quand vous vous inscrivez à la formation, vous allez avoir l'honneur de vous entretenir avec moi. On va discuter ensemble d'où vous venez et ce que vous venez chercher dans cette formation. Et ce qui va nous permettre, plutôt que de donner des critères très spécifiques sur qui peut entrer dans la formation et qui ne peut pas entrer dans la formation, de laisser la place au cas particulier. Et donc, pour ceux qui ont déjà fait des tests d'utilisabilité, on s'adresse plus particulièrement à ceux qui en redemandent, ceux qui ont aimé ça et qui éventuellement ont l'intention soit de prendre de nouvelles missions dans leur poste actuel, soit de rejoindre un nouveau poste, soit de rejoindre une nouvelle équipe dans leur entreprise actuelle. Mais voilà, c'était aussi l'idée qu'on avait derrière la tête en concevant cette formation, c'était de vous armer pour opérer des changements un petit peu comme ça, des petits changements ou des gros changements. Et pourquoi vous viendriez vous former? Parce que souvent, il y a les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire qui sont déjà dans des équipes UX et qui ont déjà un peu touché à la recherche UX, maîtrisent certains aspects, mais sont très conscients de ne pas tout maîtriser. Il peut y avoir, donc ça c'est juste des exemples de questions. Par exemple, on me parle d'ethnographie, mais je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, j'en ai jamais vu en vrai, qu'est-ce que ça veut dire, ça ressemble à quoi dans la réalité? Ou alors, la recherche exploratoire, qu'est-ce que c'est? Et là, on a une question de Jordan dans l'onglet questions qui demande c'est quoi la différence entre la recherche exploratoire et la recherche évaluative? Alors, je vais tenter une réponse. La recherche exploratoire, c'est quand on n'a pas encore conçu et qu'on essaie d'informer une future conception à partir de la connaissance qu'on peut avoir des utilisateurs et de leur expérience. La recherche évaluative, c'est quand on a déjà conçu quelque chose et qu'on va chercher à évaluer ce qu'on a conçu pour le faire dans les grandes lignes. Et donc, comment ça se met en place, cette recherche exploratoire? Souvent, la recherche exploratoire, c'est ce qui n'existe pas dans beaucoup d'équipes. Donc, il y a beaucoup d'UX designers ou d'UX researchers qui se demandent comment je vais faire pour en faire dans mon équipe. Comment utiliser la data dans la recherche? Donc là, on a Antoine qui va répondre à ça dans la formation. Est-ce que j'ai biaisé les réponses? Est-ce que je m'en rends pas forcément compte, mais là, j'ai fait un test. Est-ce que j'ai biaisé les réponses? À quel moment? Comment je fais pour pas le faire, etc. Comment je vais faire pour communiquer mes résultats? Parce que j'utilise un template que j'ai trouvé, mais il y a peut-être d'autres façons plus efficaces de le faire. Donc voilà, ça, c'est un peu toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ces premières fois où vous faites de la recherche UX et auxquelles on tente de répondre à travers cette formation. Et vous pouvez aussi vouloir vous former chez nous parce que vous ne voulez pas vous lancer seul et que la formation, c'est aussi un moyen d'être accompagné par des professionnels, donc les formateurs qui sont autour de la table virtuelle là maintenant, d'être accompagné aussi par des pairs qui se posent les mêmes questions que vous, qui se posent des questions complémentaires, et puis d'être accompagné par une communauté, donc la communauté du laptop dont vous a déjà parlé Pauline, parmi laquelle il y a pas mal de gens qui sont déjà UX researchers ou qui font de la UX research sans avoir le titre UX researcher. Et donc, c'est pour les personnes qui sont dans ce cas-là qu'on a créé la formation. Alors, la formation, c'est une formation multimodale, c'est-à-dire l'idée principale, c'est qu'elle soit adaptée à des apprenants qui conservent une activité professionnelle à plein temps, qu'ils soient freelance ou qu'ils soient salariés. Donc, plutôt que d'être une formation intense sur une courte durée, c'est une formation plus diluée avec 5 mois qui permettent d'apporter de l'approfondissement, de la réflexivité.
Et ça va se traduire concrètement par un mentor, c'est-à-dire que vous aurez un projet mentoré. Chaque apprenant arrive avec un projet, ou alors on lui propose un projet, on travaille avec lui pour lui proposer un projet de recherche UX. Et pour mener à bien ce projet, chaque apprenant est accompagné de son mentor. Donc le mentor, c'est un de nos formateurs. Et donc pendant la durée de la formation, il y a également 4 ateliers donc synchrones, c'est-à-dire que toute la promo se retrouve autour d'une visio en même temps. Voilà, parce qu'il y a certains apprenants qui sont en province, donc c'est plus simple sur des petits rendez-vous comme ça de le faire en distanciel. Et il y a 14 modules en ligne asynchrone, c'est-à-dire asynchrone, ça veut dire que vous pouvez les consulter et faire les exercices à votre rythme en fonction de votre emploi du temps. Et puis, il y a un oral final, qui est un oral qui est préparé collectivement par toute la promo, que vous pouvez faire en présentiel ou en distanciel en fonction de ce qui vous paraît le plus pratique, le plus faisable. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'issue de ces 5 mois, l'idée, c'est que vous soyez capable de mener une recherche UX exploratoire et évaluative en autonomie ou en pilotage de démarches collaboratives. C'est-à-dire, soit vous le faites vous-même tout seul, soit vous pilotez cette démarche au sein de votre équipe. Vous mettez à profit les compétences des autres personnes de votre équipe. Donc, dans le but de tirer de votre recherche des conclusions utiles au processus de conception et à la stratégie, je l'ai déjà dit, que ce soit pour un produit, pour un service ou pour un système. Et puis, l'idée, c'est aussi de faire et défendre des choix de techniques d'enquête et de synthèse, puisque dans la collaboration au sein d'une équipe, notamment quand il y a plusieurs personnes qui font de la recherche, il faut sans arrêt faire et défendre des choix de techniques, voilà, des choix de méthode. Et donc ça, c'est des objectifs un peu high level, mais pour entrer un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on va vous faire comme activité pour que vous puissiez atteindre ces objectifs? On va vous faire formuler les questionnements pour lancer la recherche, on va vous faire sélectionner des techniques de recherche exploratoire, mener cette recherche exploratoire une fois que vous aurez sélectionné les techniques, puis sélectionner des techniques aussi de recherche évaluative, mener la recherche évaluative. Et une fois que vous avez récolté des informations, vous allez les analyser et les synthétiser et communiquer les résultats. Et puis, l'idée, c'est que de façon un peu plus méta, vous vous inscriviez dans une démarche d'amélioration continue de vos pratiques. C'est-à-dire que vous vous posez des questions, vous allez chercher des façons de faire meilleures que les façons de faire que vous avez adoptées jusqu'à présent, ou potentiellement meilleures. La formation a 5 étapes, 5 temps. C'est pas forcément le cas dans un vrai projet du X-Research dans la vraie vie. Mais voilà, la formation veut que on vous fasse passer par 5 étapes. Et donc, cette fois, la première étape est orienter et aiguiller la démarche de recherche, se poser les bonnes questions à l'origine pour pouvoir partir sur de bonnes bases. La deuxième étape, c'est celle d'élaborer un plan de recherche exploratoire, c'est-à-dire avant même d'avoir conçu quoi que ce soit, donc aller explorer ce qui se passe auprès de nos utilisateurs et mener cette recherche exploratoire. Puis, on va faire une première étape d'analyse et de synthèse sur cette recherche exploratoire et on va faire un premier exercice de communication des conclusions. Puis, donc, après avoir conçu rapidement un prototype, on va faire une recherche évaluative, c'est-à-dire des tests d'utilisabilité, certainement. Voilà, tirer les conclusions de cette recherche évaluative. Puis ensuite, il y a une 5e étape qui est faire un retour sur comment on a mené ces 4 premières étapes et se demander comment on pourrait améliorer ce processus, améliorer ces méthodes, ces techniques. C'est la 5e étape. Donc, voilà. Et donc, chacune de ces étapes se présente
à peu de choses près de la même façon. C'est-à-dire que la première, au début de l'étape, on a des modules asynchrones, donc ceux que vous pouvez faire sur votre propre temps, à votre rythme, qui sont mis en ligne sur une plateforme. Donc on est en train de se doter d'une plateforme toute nouvelle, toute belle, pour vous mettre en ligne les modules asynchrones. Et vous pouvez les découvrir et les parcourir à votre rythme. Vous pouvez échanger avec les autres apprenants de la promo et avec les intervenants, notamment. Il y a des fonctionnalités de forum. Ça dure, en fonction des étapes, ça dure 2 à 4 semaines. Puis, à l'issue de ces 2 à 4 semaines, vous avez découvert des modules un peu de façon séparée, morcelée. Et l'idée, c'est de les mettre en musique les uns avec les autres. Et vous allez faire ça lors des ateliers synchrones. Donc, c'est rendez-vous du soir, le lundi soir, pour pratiquer ensemble, donc voilà, et mettre en musique. Et dans la semaine qui suit, vous avez un rendez-vous avec votre mentor pour pouvoir appliquer ce que vous avez compris, ce que vous avez appris au cours de cette phase-là. Vous allez l'appliquer à votre propre projet avec l'aide de votre mentor. Et on va recommencer ce cycle à chacune des 5 étapes. Enfin, à chacune des 4 étapes, parce que la 5e est un peu différente. Quoi, je peux répondre rapidement avant de passer à la suite. Les product owners et product managers sont-ils les bienvenus dans la formation? Oui, du moment qu'on n'a pas à reprendre les bases pour vous expliquer ce qu'est l'UX. On commence par le temps 1. Donc, cette première étape, c'est s'orienter et aiguiller la démarche de recherche. C'est une étape assez courte, en fait, sur laquelle, donc ça va être pendant les vacances de Noël. L'idée, c'est de poser quelques généralités, quelques bases, pas vraiment des généralités, mais plutôt des bases, disons, les bonnes bases pour bien commencer sa recherche et être capable, à l'issue de cette étape, donc de présenter et défendre la démarche de recherche en elle-même, pourquoi on fait de la recherche, et pour faire et défendre les choix un peu macro. Justement, tout à l'heure, on parlait de évaluatif et exploratoire, pourquoi on utilise des méthodes quanti et des méthodes quali, parfois on utilise les deux, parfois rarement on va utiliser qu'un des deux. Voilà. Et donc ça va se traduire par 2 modules et un atelier et du mentorat, travail personnel. Donc, un peu plus de détails sur les modules. Je vais laisser Fred nous parler de son module asynchrone sur éviter les biais en recherche utilisateur. On va voir si mon micro marche là. C'est bien. Ça marche mieux. Ok. Bon, l'idée c'est assez simple, hein. Comme tu l'as dit, c'est bon déjà d'avoir un petit peu les bases sur la psychologie de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il a comme référence, par exemple, quels sont ses modèles mentaux, etc. Pourquoi on a des modèles mentaux qui sont différents entre les concepteurs et les utilisateurs. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des biais dans ce domaine-là? Tout ça va avoir un impact sur le recrutement des utilisateurs. On va aussi parler rapidement des biais qu'il peut y avoir dans les guides d'entretien, la manière dont on pose les questions, dont on formule les tâches, l'ordre dans lequel on pose les questions. On va parler aussi de la posture qu'on a en entretien, donc plutôt qualitatif, hein, face à face, genre test utilisateur, etc. Et est-ce qu'il y a par notre posture, par nos gestes, même par ce qu'on regarde, est-ce qu'on influe sur le comportement de l'utilisateur? Ce qui n'est pas ce qu'on ne cherche pas, évidemment. Et puis au niveau de l'analyse, donc les biais cognitifs qu'on peut avoir, est-ce qu'on n'est pas en train de trop simplifier les choses, par exemple? Donc voilà 5 parties, on va dire, le fonctionnement des utilisateurs, et puis du coup les conséquences pour nous sur le recrutement des utilisateurs, les guides d'entretien, notre posture en situation d'entretien individuelle, je vais plutôt m'axer là-dessus, et les biais cognitifs en analyse. On va avoir également un module sur le Research Ops, donc comment opérationnaliser la recherche, notamment donc à l'échelle, sur des équipes
qui grossissent ou des équipes déjà grosses ou voilà. On a un atelier donc avec Kéra Belkacem. Donc le Research Hub, c'est avec Vanessa Vallée. L'atelier qui a lieu le 2 janvier, c'est avec Kéra Belkacem sur démarrer sur de bonnes bases, démarrer sa recherche sur de bonnes bases, suite à quoi il y a donc une séance de mentorat individuel pour bien démarrer son projet de recherche. Et donc l'étape 2, l'idée c'est d'élaborer son plan de recherche exploratoire, donc effectuer et argumenter des choix de techniques, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, rédiger un protocole de recherche également, planifier et coordonner, il faut avoir une notion aussi de, en fonction des techniques qu'on utilise, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire en termes de planning et de budget aussi, de personnes, d'accès à obtenir, enfin voilà. Mener la recherche selon les techniques et modalités choisies. Donc voilà, comment on va mener cette recherche effectivement. Cette phase-là, c'est celle, on va dire, qui est la plus lourde en termes de contenu. Donc il y a carrément 7 modules asynchrones. Donc, elle dure 1 mois et demi. Elle dure un peu plus longtemps que les autres pour laisser le temps de regarder, de parcourir et de faire chacun de ces modules. Il y a, au lieu d'avoir une seule séance de mentorat, il y a 2 séances de mentorat. Je vais vous en parler juste après, puisqu'on va passer à la slide suivante. Ouais. Donc, je vais laisser François à la fois se présenter et présenter son module, celui sur les entretiens. Salut tout le monde, désolé du retard. Je suis François Meunier et aujourd'hui j'occupe le poste de responsable de la user research au sein de Canal+, et spécifiquement sur le produit MyCanal. Et qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur le module? Si tu peux remettre la slide peut-être, Pauline, je crois que c'était, que je dise pas de bêtises quand même, c'était sur la partie entretien. Ouais. Qui est effectivement une grosse partie de notre activité à toutes et tous. C'est comment faire des entretiens, les différents types d'entretiens, comment on les prépare, comment on les structure, à quoi ça sert aussi, c'est quoi ça fera évidemment le lien avec ce que disait Fred juste avant, c'est notre rôle aussi en tant qu'acteur ou actrice de cet entretien. Les biais, évidemment, qu'il peut y avoir, comment essayer de les limiter le plus possible, tout en restant aussi un peu soi-même. Je trouve que ça reste un truc hyper important dans notre activité, c'est aussi de savoir, on met tous un peu de personnel dans notre travail, même quand on fait des entretiens, mais c'est en essayant d'avoir la plus petite partie de soi-même pour éviter justement d'introduire trop de biais dans ces fameux entretiens. Et pour clarifier le truc, c'est évidemment des entretiens, comme disait Fred, qualitatifs. La plupart du temps, moi, ce que j'aborderai en tout cas, ce sera des entretiens individuels et pas forcément des entretiens de groupe collectif, dits focus group ou autre. Tu expliqueras pourquoi? Je pourrais. Ok, cool. Yalenka, tu veux nous parler du module autodocumentation et méthode longitudinale? Ça fait beaucoup de choses dans la bouche, mais vas-y. Je vais surtout partager 2 méthodes, donc le carnet de bord et les sondes culturelles, qui sont aussi des boîtes physiques qu'on peut envoyer à la maison ou à l'endroit de travail ou à un autre contexte. Et on va demander aux utilisateurs de le remplir ou aux participants de le remplir pendant un certain temps, des semaines, des mois, une année, ça dépend vraiment sur le contexte et la question qu'on veut se poser. Et voilà, c'est des techniques qui ne sont pas toujours faciles à vendre et des outils pour donner un peu de force de frappe à l'intérieur de vos organisations, de pouvoir motiver, de faire aussi des choses qui sont juste chouettes et très enrichissantes. Ouais, c'est des techniques qui font toujours plaisir à employer. Dans cette slide-là, on a une deuxième slide avec le reste des modules, mais dans cette slide-là, donc il y a également un module sur recruter un panel d'utilisateurs qui est fait par Justine Fourneret, un module sur la recherche secondaire par Chloé Rodriguez-Guedro, un module sur ethnographie et observation, donc qui est fait conjointement par Kéra Belkacem et par Justine Fourneret. Et donc, slide suivante. Hop, le reste des modules de ce
de cette phase-là. Je vous disais qu'il y en avait beaucoup. Et donc, on va laisser Laetitia et Antoine nous parler de celui sur le questionnaire et celui sur la data. Donc sur les questionnaires, on va parler de la formulation des questions, mais aussi la formulation des modalités de réponse, parce que c'est souvent ça qui pêche aussi dans un questionnaire auto-administré. On va parler des différents logiciels d'enquête, quels sont les atouts, les inconvénients de chacun, et puis on va parler de l'analyse des résultats sans rentrer dans un cours de statistiques parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, comment tirer les enseignements les plus impactants possibles, et aussi, je pense, comment analyser les fameuses questions ouvertes, au-delà de faire un nuage de mots avec les réponses. Voilà. Excellent point. Donc, rebonjour à tous. Donc, dans le module que je vais animer, on va parler de données commerciales, enfin de la donnée business, donc données commerciales, données de vente et données quantitatives, données web. Voilà. On va voir en fait comment on pourrait réinjecter ces données business dans l'UX Research. Donc, on va parler des outils, Google Analytics, SEMrush, etc., que vous ne connaissez peut-être pas encore tous, mais qu'on verra ensemble. Et enfin, finalement, en 3 temps, on va voir comment est-ce qu'on utilise la donnée existante pour enrichir ses personas, ses proto-personas. Ensuite, on verra comment on peut aller chercher cette donnée quand elle n'existe pas, et notamment à travers, par exemple, la construction de MVP. Et troisièmement, on va voir comment, en fait, au fur et à mesure, on peut récolter ces données avec les MVP pour modifier des produits principalement digitaux, mais pas que. Voilà, donc dans ce module, on verra aussi que la frontière entre exploratoire et évaluatif est complexe, parce qu'en fait, elle n'existe pas vraiment. Ok, tu me démontes mes points comme ça. Non, mais tu as raison. Tu as complètement raison. Et donc, on a un atelier qui va permettre un peu de faire le lien entre ces 7 modules qui va être centré autour de comment faire, à partir de sa connaissance de ces différentes techniques, comment choisir ces techniques et comment les mettre en œuvre en fonction du projet sur lequel on est, du contexte de ce projet, du questionnement qu'on a sur ce projet. Et cet atelier-là, c'est Justine qui va l'animer. Suite à quoi, il y aura donc 2 séances de mentorat à 2 semaines d'écart. L'une donc sur le plan de recherche de votre projet, et la deuxième, c'est suite à votre premier entretien, on vous demandera d'enregistrer en vidéo votre premier entretien individuel, et votre mentor fera avec vous en retour des feedbacks sur votre façon de mener cet entretien-là. Et ce sera la fin de cette étape-là, et donc on peut passer à la slide suivante. L'étape 3, donc une fois que vous avez récolté plein de données, plein d'informations, il est temps donc de analyser et synthétiser cette donnée. Donc identifier, extraire, formuler les apprentissages les plus utiles ou pertinents. Donc que ce soit des apprentissages quanti, des apprentissages quali, voilà, en fonction des différents publics à qui vous allez essayer de communiquer ces résultats-là aussi. Donc voilà, il y a plusieurs modalités de synthèse en fonction de est-ce que vous le faites à plusieurs, vous faites cette synthèse à plusieurs, est-ce que vous la faites tout seul, est-ce que ça doit être réutilisable d'un projet à l'autre. Voilà, donc on parlera de tout ça à cette étape-là. Cette étape dure 1 mois et il n'y a que 2 modules asynchrones. On va mettre un peu plus l'accent sur la pratique à cette étape-là. Et donc, quels sont ces 2 modules ? Eh bien, Yalenka, peux-tu nous parler du module sur la synthèse ? Du coup, la synthèse, c'est le point où il faut vraiment trouver des enseignements qui vont parler aux parties prenantes, parfois à l'interne de notre organisation, parfois côté client. Et du coup, on va essayer de vraiment faire sens de tout ce qu'on a appris sans être trop biaisé. Je regarde Frédéric. On va essayer de ne pas trop définir des enseignements qui sont pas trop biaisés.
Mais c'est important de trouver des enseignements qui sont à la fois intéressants, pertinents et actionnables. Voilà, on va vous donner des méthodes de faire et aussi partager des pièges parce que c'est un processus qui est compliqué, toujours, même pour des experts. Merci. Et donc, vous aurez également un autre module et qui va être préparé de façon chorale par tous les intervenants de la formation qui vont tous vous donner un rapport, soit un rapport, soit une façon, un support de communication qu'ils ont utilisé pour communiquer les résultats de leur recherche. Le but étant que ces rapports, ces supports de communication soient le plus différents possible pour que vous puissiez analyser ces différences et comprendre un petit peu voilà, comment communiquer les apprentissages de votre recherche. Suite à quoi, vous allez avoir un atelier avec Yalenka sur analyser et synthétiser vos données suite à l'enquête. Donc voilà, ça va un peu mettre en musique ce que vous aurez vu dans ces 2 modules-là. Et puis après, hop, rendez-vous avec votre mentor pour synthétiser votre propre recherche. Pardon, tu peux remettre la slide suivante. Yes. Donc, la 4e étape, ça va être celle de la recherche évaluative. Donc souvent, vous connaissez déjà la recherche sous cette forme-là, c'est celle des tests d'utilisabilité. On fait un prototype, on imagine un scénario et puis on soumet ce scénario à un utilisateur, à un ensemble d'utilisateurs qui correspondent à notre cible. Voilà, on regarde comment ils s'en sortent. Et donc, un peu pareil que pour la recherche exploratoire, faire les choix de techniques, les argumenter, rédiger le protocole, planifier et coordonner, et puis mener cette recherche, exactement selon la même grille que pour la recherche exploratoire. Et ici, on va avoir 3 modules asynchrones. Kéra nous parlera d'une modalité spécifique des tests d'utilisabilité, qui est celle des tests itératifs. Et puis, on va avoir Louis-Jean et Chloé qui vont nous parler de quel prototype on fait en fonction du type de test qu'on envisage de faire. Donc, on n'est pas obligé de faire un prototype dans Figma ou de faire un prototype interactif sous cette forme-là. Il y a plein de façons de faire de prototyper, notamment quand on fait un service, mais pas que. Suite à ces 3 modules-là, vous allez avoir un atelier avec Chloé sur mener cette recherche évaluative. Et là, il va y avoir 2 sessions de mentorat, un peu comme pour la recherche exploratoire. Une première sur, donc vous vous enregistrez en train de faire passer votre premier test et vous allez avoir de la part de votre mentor des feedbacks sur votre façon de mener ces tests. Puis ensuite, une deuxième session de mentorat pour voir avec vous votre rapport de test, comment vous l'avez mis en forme, mené, structuré, etc. Et donc, cette 5e étape, comme je vous disais, l'idée, c'est de s'inscrire dans une amélioration continue de sa pratique, donc de faire un retour sur ce que vous aurez fait pendant ce projet, de vous demander qu'est-ce que vous avez choisi comme technique, comme méthode, quel incidents vous avez rencontrés et voilà, analyser, comparer les pratiques professionnelles. Donc, l'idée, c'est que ça prendra la forme d'un travail personnel, individuel, qui va donner lieu à une étude de cas, et puis un travail collectif. Chacun des apprenants va retracer un petit peu son parcours pendant ce projet à travers une étude de cas. Et puis, les apprenants de la promo vont lire des études de cas les uns des autres et peut-être relever des points d'amélioration, des questions qui se posent sur pourquoi on a choisi telle technique, telle méthode. Souvent, voilà, il y a tous les apprenants d'une promo qui choisissent une méthode et puis qui se rendent compte que après coup, ils se rendent compte qu'ils auraient pu faire autrement. Et donc, ils peuvent se poser la question, mais pourquoi on n'a pas fait autrement? Et donc, voilà, le fait de confronter les différentes études de cas va soulever comme ça des questionnements et la promo va préparer ensemble un oral
pour présenter ces questionnements et des éléments de réponse qu'ils auront eus en se documentant, en cherchant des façons de répondre aux questions qui se sont posées, en allant poser la question aux formateurs, à d'autres professionnels de la UX Research. Et donc, ils vont restituer le résultat de leur réflexion à un jury de professionnels de façon collective, et ça va donner l'occasion d'un dialogue. L'idée, c'est qu'au bout de ces 5 mois, chaque apprenant ait glané de cette formation un projet dans son portfolio, qu'il ait obtenu aussi un peu plus de réflexion personnelle, une maturité de réflexion sur la pratique de l'UX Research, qui soit à même d'en discuter avec leurs pairs, qui peut-être sont des UX Researchers, avec des employeurs potentiels, avec leur réseau. Ils ont aussi un peu amélioré leur réseau, ne serait-ce que par les formateurs et les apprenants, mais également en faisant un peu de recherche. Cette 5e étape permet d'aller à la rencontre de professionnels de l'UX Research. Et puis, ils ont gagné un peu plus de confiance dans leurs compétences en UX Research, ce qui est, je pense, la chose la plus importante dans une formation. Voilà. On arrive à la slide où il y a marqué « Est-ce que vous avez des questions ?» Ou plutôt, quelles sont vos questions? Peut-on utiliser son CPF? Pas pour l'instant, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un petit peu de plusieurs promos dans les pattes pour pouvoir faire jouer le CPF. Pourquoi commencer si vite? Eh bien, je crois que ça a été répondu dans le chat. Pour les gens, ça vous fait ça vous fait peu de temps pour trouver un budget, mais comme c'est la fin de l'année, il y a des chances que vous décrochez beaucoup plus rapidement vos budgets en entreprise, au sein de votre entreprise. Et sinon, pour tous les OPCO, en général, c'est un mois max, quoi. Donc, du coup, vous avez encore le temps. Et donc, si vous êtes intéressé, on peut vous faire le devis demain, mercredi, quoi. Enfin, dans les 2 jours, parce qu'on sait que le timing est très, très court. Ça démarre doucement en février, en décembre, je veux dire. Le gros de la formation démarre bien en janvier. Ensuite, les product owners, product managers sont-ils les bienvenus dans la formation? Tout à fait, je l'ai déjà dit. Est-ce qu'il est prévu lors de cette formation que vous parliez du X repository, ou autrement dit la manière de stocker les faits, insights, recommandations? Effectivement, donc on a un module au tout début qui est celui du Research Ops, qui va aborder ce point entre autres, et je pense qu'on va en reparler dans la partie synthèse. Voilà. Attendrez-vous la fin de la première formation pour proposer une nouvelle date? Alors, probablement pas la fin, mais on va attendre le début. Ouais, c'est ça, exactement. On va démarrer, parce que souvent, on tire pas mal d'infos d'une première session, et parfois, ça nous amène à modifier le planning, et donc on ne peut pas planifier tant qu'on n'a pas tiré des premières conclusions. Donc, c'est vrai qu'on va attendre que ça ait un peu démarré pour fixer une nouvelle date. Pour les graphistes et UI designers, d'accord. Alors, oui, si vous avez déjà travaillé dans des équipes UX, et pareil, c'est des cas particuliers. En général, c'est difficile de répondre dans l'ensemble des graphistes et des UI designers. Moi, j'étais graphiste il y a 15 ans, voilà. Et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Donc, c'est difficile de répondre dans l'ensemble des graphistes et des UI designers. Pas forcément d'avoir fait des tests, mais d'avoir travaillé dans une équipe UX et d'avoir déjà une certaine connaissance de la recherche, que ce ne soit pas une découverte totale. Combien de places dispo? Ah, il y a de la place. Il y a de la place, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous amène dans cette formation? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent répondre un peu dans le chat? Antoine, là, je pense que j'ai des ongles, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un métier qui se structure énormément, donc là, on ne peut pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est vrai que l'aspect restitution, c'est souvent une problématique qui revient régulièrement. Donc, pour les gens qui débutent tout juste, peut-être c'est mieux de faire une formation peut-être plus les fondamentaux, à part si vraiment vous êtes sûr de vous et que vous pouvez vous lancer dans un format de 5 mois. On ne vous apprendra pas ce qu'est l'UX, c'est vraiment la recherche utilisateur. Donc ça, c'est comme un point important.
L'avantage des formations sur les fondamentaux, c'est qu'elles durent moins longtemps. Oui, il n'y en a plus. Et donc, on avait une question sur moi, je travaille déjà en tant que junior UI, mais c'est pas vraiment un côté qu'on aborde. Me sera-t-il utile à l'avenir? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, Iman. Ça dépend de ce qui t'intéresse. Parce que oui, il y a des équipes dans lesquelles on fait les deux. On fait du UI et l'UX Research. Il y a des personnes qui font un peu, qui ont des profils polyvalents. Encore faut-il que ça t'intéresse, que du coup tu cultives ces compétences, que du coup tu vises ces postes-là, que tu les obtiennes, etc. Donc, ça pourrait être utile. Qui disait, pour revenir sur les méthodes, l'Atomic UX Research sera-t-il abordé? Je pense que dans la façon dont la plupart des gens l'abordent, ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure sur les repositories, voilà, essentiellement. Donc, la réponse va être la même. Il y en aura un petit peu dans le Workshops au début et probablement un peu dans la synthèse. Ouais. Peut-être juste rajouter que ce qui est intéressant dans l'Atomic Research, c'est peut-être juste plutôt le sujet de l'advocacy et tout ce qui est lié à ResearchOps, en fait. Donc, je pense que ce sont des choses que Vanessa va aborder. Et de savoir comment est-ce qu'on défend la cause de la durée de vie des insights et quand est-ce qu'il faut faire de la recherche et comment on la diffuse, etc. Donc, Vanessa ne l'aborde pas sous l'angle de l'Atomic UX Research, elle l'aborde sous l'angle de ces questions-là, c'est comment on diffuse, comment on pérennise, etc. De mon point de vue, c'est le truc le plus intéressant, le plus pertinent, c'est vraiment de se poser ces questions-là plutôt que de partir sur un framework ou un nom de méthode, qui n'est pas une méthode d'ailleurs en tant que tel, qui est juste un framework bien packagé aujourd'hui. Et donc, mettez ça de côté, je pense, la notion d'Atomic Research, c'est pas là l'essentiel, quoi. Mais vous pouvez nous poser vos questions, et comme ça, on sera sûr de vous donner des réponses pendant la formation. Et après, pour tout ce qui est financement, on a Marilyn qui est connectée. Donc là, du coup, tout simplement, le truc, c'est de faire une demande de devis, puis après, ça rentre dans notre tuyau, et donc on peut vous répondre plus efficacement. Et pour toutes les questions un peu techniques, un peu particulières, vous pouvez appeler Laptop. En tout cas, formation@laptop.com, c'est toute l'équipe qui reçoit. Bon, écoutez, donc voilà, là, on vous a expliqué plein de choses. Vous avez des visages sur les noms. Donc ça aussi, c'est peut-être sur LinkedIn aussi, vous pouvez déjà vous connecter avec les intervenants. Salut. Et puis, salut tout le monde. À bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao.